lors de la guerre mondiale avec H. Merci. Bonjour. Salut. Ça va? Vous allez bien? Très bien. Vous? Enchanté de vous rencontrer. Merci. Merci de venir. Merci. Il fait froid aujourd'hui, hein? C'est l'hiver. Cette saison, on a pris l'habitude d'avoir des hivers chauds, alors que non, c'est normal qu'il fasse froid. J'aime beaucoup cette ville, mais il y a trop de Parisiens. Quelles mémoires avez-vous de Paris? Les souvenirs de ma détention, de mon jugement, ça s'est plutôt bien passé. C'est une période finalement qui m'a permis de réfléchir à nouveau. Vous pensez qu'il y a comme deux étapes de votre vie? Ah mais moi-même, j'ai du mal à croire que j'ai vécu la vie d'avant. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies en fait. Une vie dans mon enfance, une vie dans mon adolescence, une vie dans ce parcours radical. Pourquoi est-ce que vous faites ça? On a déjà perdu 30 ans à laisser ce discours se répandre. Il est temps de l'arrêter. Pourquoi portez-vous une casquette et des lunettes de soleil? Quand on quitte ces groupes, quand on tourne le dos à ses anciens camarades, on sait qu'on est vu comme un traître. Et un traître pour quelqu'un qui a connu cette idéologie, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, c'est quelqu'un qui mérite la mort. Qu'est-ce que vous avez senti quand ces attentats sont passés? J'ai été effrayé parce que je savais qui le faisait. Avant même que les autorités françaises ne sachent et identifient les terroristes, je savais qui faisait quoi et pourquoi. C'est la première fois en France que nous avons eu un attentat, c'était au mois de juillet 1995. Un attentat est perpétré par des nationaux, des gens qui sont nés et ont grandi ici. Est-ce que pour vous, il y avait une ligne rouge avec les civils? Ma séparation de ce groupe provient du fait qu'ils s'en prennent aux civils. C'est pour ça que je voulais venir ici aujourd'hui. Comme j'ai refusé d'assister aux attentats, le GIA m'a condamné à mort. 8 muertos y más de 100 heridos. Hora punta.
una céntrica estación del metro de París. La custodia el arcángel San Miguel, que derrota a Satanás. Cada atentado está cargado de simbolismo, nada se deja al azar. David Bala conoce bien esa lógica. Colaboró con los integristas argelinos del grupo islámico armado, el JIA, hasta 2 semanas antes de que cometieran su primer atentado en suelo francés. Et quelle a été votre participation dans les attentats de 1995? J'ai fourni des enveloppes. J'ai été récupérer de l'argent, des livres sterling et des dollars en Allemagne, que j'ai ramené en Belgique. En Belgique, j'ai ramené des faux papiers. J'ai fait circuler des gens. J'ai fait circuler des armes. Mais pour nous, j'ai quand même participé à la mise en place de ce réseau jusqu'à la fin du mois de juin 1995. Réseau qui passera aux attentats à partir de juillet sur mon territoire, en France. Moi, j'ai été arrêté dans le cadre de ce qu'on appelait les filières de recrutement pour des jeunes qui voulaient se rendre en Irak. Mon rôle, ça a été toujours le même, un petit peu depuis que j'ai fréquenté les groupes djihadistes, ça a été d'encourager, de cautionner les départs. J'ai été arrêté le jour du départ de 2 d'entre eux, dont Chérif Kouachi. J'ai été condamné à 6 ans de prison. Farid Benyetou reclutaba nuevos combatientes a través de la red de Buttes-Chaumont. Así se llama este parque, al que los yihadistas venían a correr y a entrenarse. Le sport, c'était quelque chose de très important pour les djihadistes. On fait beaucoup de sport en cours de promenade parce qu'on se prépare physiquement pour le djihad. Donc ça a vraiment un sens, c'est pas juste une condition physique, c'est vraiment, il y a tout un message derrière, toute une philosophie. Farid estudió a fondo esta ideología para propagarla mejor. Captaba a jóvenes dispuestos a luchar en las filas de Al-Qaeda. Allí envió a decenas de chavales franceses, aunque él nunca pisó Irak ni tomó las armas. Pendant plusieurs semaines, nous assistons dans les médias à des reportages où on nous dit que les civils sont pris pour cible systématiquement, qu'il y a des crimes de masse, crimes contre l'humanité. Et là, ça me tombe dessus. Je ne supporte pas l'idée que l'on puisse faire subir ça à un peuple en Europe, qu'il soit musulman ou pas, peu importe, réellement. C'est pour moi insupportable. Et là, je me dis, bon, puisque personne ne réagit, je vais aller combattre sur place. Años antes, en su adolescencia, David Bala se convierte al Islam. Encuentra en sus vecinos musulmanes los valores y el calor del padre que nunca ha conocido. A los 16 años abandona los estudios. Coquetea con la delincuencia. Después del servicio militar decide volver a estudiar, pero entonces llega la guerra de los Balcanes. Donc sur place, j'ai besoin d'une idéologie qui me permette de ne pas faire marche arrière. Et le djihadisme répond à ça de façon phénoménale. J'ai besoin d'être comme eux, j'ai besoin de rire face à la mort. J'ai besoin de ne plus avoir peur d'elle. C'est une aide empoisonnée, en fait. Je le comprends plus tard. Mais sur place, objectivement, les seuls qui vont se battre physiquement aux côtés des Bosniaques, ce sont les Moudjahidines. Ce sont les gens d'Al-Qaïda, les Wahhabites, les salafistes. Donc moi, je tombe sur eux sur place. Puisqu'ils me permettent d'accéder à une idéologie qui, moi, me sert, je vais avec eux, tout simplement. Mais une fois que vous rentrez dans cette idéologie, vous ne pouvez que vous radicaliser chaque jour un peu plus. Il faut bien penser que la radicalisation est une chaîne de production. Chaque maillon ou chaque palier va vous amener au suivant. Dans ma famille, on a toujours grandi dans la religion, dans la pratique de la religion. Et à l'adolescence, j'ai vu mon père sombrer dans l'alcool. Et à partir de là, c'est vrai que mes repères se sont un peu effondrés.
Et pour moi, la religion, c'était vraiment quelque chose qui pouvait me sauver. Parce que moi, je me suis vraiment tourné à la religion, vraiment dans la pratique de la religion, à partir de l'adolescence. Quand j'ai vu mes copains qui commençaient à sortir en boîte de nuit, qui commençaient à boire de l'alcool, moi, je ne voulais pas faire les mêmes erreurs. Je ne voulais pas être tenté par les mêmes choses que eux. Les personnes qui m'ont attiré vers leur pratique de la religion, ça a été dans un premier temps les salafis, par rapport à leur habit. C'est vraiment la première chose qui m'a attiré chez eux, c'est quand je les ai vus avec leur camis, avec leur longue barbe. Là, j'ai vu des gens pour moi, qui pratiquaient la religion. Et qui pratiquaient la religion tous les jours, du réveil jusqu'au moment où ils vont se coucher. Et c'est comme ça que je voulais pratiquer la religion, c'est comme ça que je voulais devenir. Le plus large dénominateur commun, c'est la jeunesse. Les recruteurs de Daesh ou de Al-Qaïda ou de tous les groupes islamistes savent très bien que les jeunes portent en eux un esprit révolutionnaire. Et beaucoup ont besoin d'une offre révolutionnaire pour s'y inscrire. Ils n'ont pas besoin de plus. 800 jóvenes dispuestos a enrolarse en el Estado Islámico han pasado por las manos de Dunia Bouzao. La antropóloga acude a nuestra cita con protección policial. Dirige el Centro de Prevención contra las Derivas Sectarias ligadas al Islam, que ahora se dedica a la investigación y formación. J'ai vu ce qu'on appelle, nous, dans notre équipe, les fils invisibles de la radicalisation, c'est-à-dire les petits pas. S'ils adhèrent à ce projet, eh bien, tout va être réglé dans leur vie. Plus de peur, plus d'angoisse, plus de pauvreté, plus de trahison, plus d'injustice. On leur propose vraiment une utopie individualisée. Il y a également le fait que ce sont toujours des jeunes en rupture, soit avec leur famille, soit avec l'école, soit avec leur entourage, soit avec leur passé. C'est une idéologie qui vous récupère une fois que vous êtes la brebis égarée du troupeau. Ce que j'ai trouvé aussi, surtout quand j'ai rencontré les djihadistes par la suite, c'était aussi de donner un petit peu un sens à ma vie. Parce que c'est vrai que j'avais pas forcément de but. Et là, je savais pas encore avec les djihadistes qu'est-ce que je voulais faire plus tard, mais au moins je savais que j'allais faire quelque chose qui allait aider le monde à aller mieux. Donc ça donnait vraiment du sens à ma vie, ça donnait vraiment, ça me valorisait. L'État islamique proposait un statut à des gens qui n'avaient rien. L'État islamique proposait du pouvoir à des gens qui n'avaient rien. L'État islamique proposait une jouissance à des gens qui étaient en situation de frustration. Donc il proposait une revanche à des égaux froissés, humiliés. Et ça fonctionne en France, ça fonctionne en Tunisie, ça fonctionne dans tous les pays. Vous avez des gens à qui, si vous leur promettez une revanche sur toutes ces frustrations, vont dire oui, ok, ça va les intéresser. Decenas de jóvenes seducidos por el Daesh han confiado sus secretos a este periodista. En contextos tan distintos como Túnez y Francia, la maquinaria del yihadismo los ha atrapado con una rapidez insólita. Aujourd'hui, on a du mal à croire que des familles n'aient pas vu que leur enfant se soit radicalisé et soit parti en Irak ou en Syrie. Mais si, ils peuvent très bien passer à côté. Moi, dans ma famille, ils ne l'ont pas vu venir. De plus en plus, je m'isolais tout seul dans ma chambre. Je ne leur parlais plus. Bon, on se voyait quand même au moment de manger, mais je restais très peu de temps. Juste 10 minutes et puis je repartais. Dans ces processus progressifs que c'est la radicalisation, quels sont les signes d'alarme? Quand quelqu'un commence à pratiquer un islam
qui le rend nerveux, qui le coupe de sa famille, qui le coupe de ses amis. Là, il y a quelque chose, attention. Si en plus il fréquente toujours les mêmes amis, toujours la même mosquée, attention. Si dans une mosquée, vous voyez une classe d'âge moyenne, entre 40 et 50 ans, ça va. Si vous voyez une mosquée où il n'y a que des jeunes, ah, là, il y a un discours bizarre. Pourquoi il n'y a que des jeunes? Pourquoi les vieux n'y vont pas dans cette mosquée? Parce qu'ils ne reconnaissent pas leur islam traditionnel. Ils entendent l'islam wahhabite ou salafiste, qui est un islam de rejet, de rupture. Là, j'avais un groupe avec moi au quotidien, donc on pouvait se voir tout le temps, tous les soirs, après les cours, on allait dans les appartements, on donnait des cours de religion, c'était pas dans les mosquées, c'était dans les appartements. Donc ça me permettait d'avoir une pratique plus soutenue et de se serrer les coudes entre nous. Quand les recruteurs commencent à parler avec le jeune, ils vont lui dire « tous les adultes te mentent, Dieu t'a choisi pour que toi tu comprennes le vrai message pour régénérer le monde, toi tu as une mission ». Il leur parle 200 fois par jour, 200 textos par jour, toute la journée ça pianote sur les téléphones, tout ça. À la fin, il commence à se méfier de tout le monde, il devient paranoïaque. Et le seul espace où il se sent rassuré, c'est le groupe radical. Je pense que ce qui est important surtout, c'est d'accompagner. Il ne faut pas le laisser tout seul, il ne faut pas le laisser s'enfermer. Comment est-ce que le recruteur agisse aujourd'hui? C'est pas quelqu'un qui va essayer de vous attraper comme ça dans un coin et puis essayer de vous dire voilà, écoute, je vais te montrer 2-3 vidéos, tu vas voir. Non, c'est pas du tout comme ça. Ça a l'air beaucoup plus naturel. Ça a l'air beaucoup plus diffus. Et en réalité, tous ceux qui rentrent dans les groupes djihadistes deviennent eux-mêmes des recruteurs après. Quand vous rencontrez les Saoudiens, quelle vision de l'islam vous rencontrez en Yougoslavie? Ils me disent que si on meurt dans ce chemin, on meurt martyr. Bon, ça c'est bien. Mais ils me disent également que non seulement on a le droit, mais qui plus est, on a le devoir de tuer les autres. Tous ceux qui ne sont pas musulmans. Donc en fait, pendant presque un mois, nous sommes dans la gueule du loup. Et c'est là que je pars en formation, 9 mois en Afghanistan. Et c'est là qu'on me forme, et militairement, et idéologiquement. Donc on nous apprend à faire des ceintures explosives, et on nous apprend, en ayant une lecture particulière du Coran, du hadith et de la sunna, que c'est halal de le faire, qu'on a le droit de le faire. Et vous avez été avec Al-Qaïda, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que le discours que vous avez écouté en Yougoslavie avec les Saoudiens ou avec Al-Qaïda a en commun avec les discours aujourd'hui du Daesh? C'est le même. C'est le même discours. On prétend rendre le pouvoir à Dieu. La démocratie, on n'en entend pas parler. On n'en veut pas, parce que la démocratie, c'est l'homme qui se croit son propre législateur, alors que le seul législateur, c'est Dieu. Donc quand vous rentrez dans cette logique, tous ceux qui ne pensent pas comme vous pouvez les tuer. C'est qu'on a refusé d'admettre que dans l'engagement djihadiste, il y avait une part de religiosité très forte. Très forte. Parce qu'il y a le paradigme en France du ça n'a rien à voir avec l'islam. Quelqu'un de pacifiste, il va trouver dans le Coran tout un message de paix. Mais celui qui est belliqueux, qui veut faire la guerre, il va trouver dans ce même Coran de quoi justifier de tuer les juifs, les chrétiens, les non-musulmans, les apostats. Tous ces gens-là, il aura le droit de les tuer. Sur le même texte. C'est pas l'islam le problème. Le problème, c'est les musulmans. Quand on est dedans, pourquoi
difficile de fuir. Qu'est-ce qui vous attache le plus au groupe djihadiste? Quitter l'idéologie djihadiste, c'est voir tous ces repères s'effondrer. Et ça, c'est très difficile. C'est très très difficile parce qu'on se retrouve dans le vide. Et quand on a eu une vie très structurée, du matin au réveil jusqu'à... voilà, on sait ce qu'il faut faire, à quelle heure, comment le faire. Et là, se retrouver à devoir réfléchir soi-même, à devoir prendre ses propres décisions, c'est tellement déstabilisant, ça fait tellement peur que le premier réflexe, en réalité, c'est de retourner vers le groupe. Bonjour tout le monde. Vous n'aurez pas peur, non? Vous n'allez pas faire pipi dans votre culotte? Plus vous avancez dans cette idéologie, et plus vous vous dites, bah, j'ai pas fait ça pour rien. Il faut que j'aille jusqu'au bout maintenant. Au revoir les enfants, bientôt. Au revoir. Allez, rentrons vite là. Parce que reconnaître son erreur, faire marche arrière et prendre un autre chemin, c'est excessivement compliqué parce que on doit assumer d'avoir perdu des années. Je reconnais que dans ma vie, j'ai perdu facilement une dizaine d'années. C'est parti dans le vent. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il y a eu des attentats? Est-ce que vous pensiez que les victimes étaient des humaines et c'était injuste de les tuer? Pour moi, je validais l'action armée, mais contre des groupes armés, contre des soldats. Mais en réalité, je sais que c'est pas vrai. C'était un petit peu ma carapace. C'est comme ça que je défendais un petit peu mon idéologie. Mais je sais qu'en réalité, je validais la mort des innocents. Pour être honnête, je l'aurais quand même justifié en disant de toute façon, ces gens-là, ils ne sont pas innocents. Ils ne sont pas innocents. Jusqu'à quel point vous étiez déshumanisé? Au point de considérer que j'avais le droit de tuer tout le monde. J'avais le droit de tuer tout le monde. Dans le fond, j'avais le droit de vous tuer, vous, le caméraman, tout le monde, parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Avez-vous jamais tué quelqu'un? Pas que je sache. Jamais directement. J'ai tiré de loin sur des gens qui me tiraient, mais je sais pas, est-ce qu'ils sont morts ou pas, j'en ai aucune idée. Mais ils ont arrêté de tirer, donc peut-être qu'ils étaient morts. Je sais pas. Mais à la limite, peu m'importe. Parce que je n'ai pas tué de personnes désarmées, je n'ai pas tué de civils. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait, parce qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à vivre avec ça en réalité. C'était beaucoup plus noir que ça avant. Ça a été nettoyé, le mur de façade. Juste avant, il était très 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 noir. Qu'est-ce que vous sentez, David, quand vous revenez ici? C'est une drôle de Madeleine de Proust, parce que c'est la première fois que je reviens là depuis mon incarcération. J'arrive ici le 1er septembre 1995. Et finalement, ça me laisse de marbre. Ça ne me fait pas d'effet. Mais pourtant, vous avez fait ici le déclic. C'est là que se déroulera le déclic, effectivement, parce que finalement, je me suis trouvé dans un endroit qui m'a permis de réfléchir, de me poser et de commencer ma réflexion sur mon trajet. Paradoxalement, la prison m'a libéré de cette idéologie.
C'est étrange pour moi, c'est la première fois que je le vois de l'extérieur. On ne me torture pas, on me donne l'assistance d'un avocat. Et là, je commence à me dire, mais mes anciens frères, il y a quelques semaines, m'ont condamné à mort et veulent me tuer par tous les moyens. Et ceux que je considérais être mes ennemis me traitent humainement. C'est pour ça que c'est important. Guantanamo a été une erreur fatale pour les États-Unis et pour nous tous en général. Mais le fait qu'il y ait ça, c'est une première faille dans mes certitudes. La deuxième étape, c'est que la prison me signifie « vous n'avez le droit d'emprunter que 2 livres par semaine ». Donc moi, j'entends 2 par semaine, ben, je vais en lire 2 par jour. En mode rebelle, la philosophie, la politique, la science, la biologie, la physique, tout ça, je me jette à corps perdu dedans. L'Iliade et l'Odyssée de Homère, les classiques grecs, et je fais un reset, en fait, de mes convictions politiques pour avoir une nouvelle lecture du monde, plus large. Pour moi, personnellement, la prison, ça a été quelque chose de très bénéfique. Et finalement, de transfert en transfert, parce que j'ai été transféré plusieurs fois de prison, je me suis retrouvé dans une prison où il n'y avait pas d'autres djihadistes. Parce que le processus de radicalisation il nous apprend à nous couper du monde, à rester que entre djihadistes. Et là, finalement, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est tout le contraire. Je me suis ouvert aux autres, je me suis un petit peu appris un petit peu à réfléchir par moi-même. Malheureusement, aujourd'hui, on a d'autres politiques, on veut regrouper les détenus radicalisés entre eux. Pour moi, c'est vraiment la pire erreur. A Farid le incomoda que le grabemos en su barrio. Aún así, accede. En el distrito 19 de París conviven distintas culturas y religiones. Una mezcla que le da una lección de vida. Après ma sortie de prison, je pense que ça a été surtout le plus important avec mes voisins juifs. Les gens de mon groupe commençaient à se méfier de moi. Et mes voisins juifs, par contre, c'était tout le contraire. Ils m'accueillaient chez eux. Ils m'ont accueilli chez eux à bras ouverts, comme si de rien n'était. Comme s'ils voulaient me dire que c'était possible de passer à autre chose. Finalement, le système judiciaire français donne une deuxième chance. On n'a pas été condamné à perpétuité. On a été condamné à une peine et puis ensuite on nous a mis dehors. Donc c'est qu'il y a une deuxième chance, c'est qu'il y a une possibilité de réinsertion. Al salir de la cárcel, David Bala se sume en una depresión. Intenta irse a Chechenia para que lo maten. Pero en su camino se cruza una joven refugiada de Azerbaiyán. El amor y su entrega denodada al trabajo lo reenganchan con la vida. Donc, elle me permet, moi, de m'inscrire dans une relation de couple avec quelqu'un qui m'accepte dans mon intégralité, même avec ce passé-là. J'ai de nouveau envie de vivre, tout bêtement. Et quand notre fille naît, elle me permet de me projeter dans l'avenir. En termes de retour à une vie normale, c'est ma fille qui clôt le dossier. Vous vous en repentez de quelque chose ou vous regrettez? Je regrette, mais aujourd'hui, je me sens redevable vis-à-vis de mon pays parce qu'il aurait pu, ce pays, appeler mon employeur pour lui dire « Ah, vous savez, c'est un ancien djihadiste » et j'aurais perdu mon emploi. Ça n'est jamais arrivé. Ce pays m'a offert une seconde chance alors que moi-même, j'y croyais plus. Comment ça a changé votre vie avec l'attentat au Charlie Hebdo? C'est là que je sors de l'anonymat. C'est là que je décide de rentrer dans le débat. Parce que le message des terroristes, c'est vraiment fermez-la, taisez-vous.
la liberté d'expression, c'est fini. Le droit au blasphème, c'est fini. Et la caricature, la gaudriole, la moquerie, les guignols de l'info, ça fait partie de la culture française. On ne peut pas se départir de ça. Su espíritu rebelde vuelve, pero esta vez se siente en deuda. David decide hacer público su pasado yihadista y ofrece su ayuda para luchar contra esa ideología que conoce desde dentro. Par exemple, lors du procès de Abdelkader Mera, le juge lui demande « Mais quel type de musulman êtes-vous » Et il lui répond « Moi, je suis juste simple musulman, je respecte les 6 piliers de l'islam. » C'est passé un peu à côté sur le moment. Mais en islam, il y a 5 piliers. Et quand on dit qu'il y en a 6, le 6e, c'est le djihad. C'est forcément le djihad. Donc, ce gars-là, avec cette phrase-là, nous dit qu'il est encore à fond dans cette idéologie. Et il peut prétendre l'inverse, mais non. C'est ici que l'agent de police Ahmed Merabeh a été exécuté, à cet endroit même. Ahmed Merabet era francés y musulmán. Lo asesinan los autores de la matanza en la revista satírica Charlie Hebdo, los hermanos Sherif y Saïd Kouachi. Su mentor, quien los había guiado hacia la yihad, fue Farid Benyetou. J'avais changé, j'étais plus le même, je cautionnais plus du tout ça. Et puis ensuite, j'ai vu l'image, la photo des deux auteurs. Et là, ça a été la douche froide. C'est que ceux qui ont fait ça, c'est des gens que j'ai connus, des gens que j'ai côtoyés. Je les considérais comme ma famille. Voilà, même si je n'étais pas avec eux, c'est comme si j'avais participé, ou je sais pas, ou comme si... vous vous sentiez moralement responsable, disons. Oui, oui. Farid Benyetou est venu me téléphoner et il m'a dit « Je sais que j'ai encore une dette envers la société. » Du coup, je lui ai dit bah, « Viens, on va te donner une chance. » Parce que depuis 6 ans qu'il est sorti de prison, il n'a jamais pu travailler. La société française a peur de lui, il ne veut pas, il est devenu infirmier, il a passé son diplôme, il a réussi son diplôme, mais il n'a pas le droit d'exercer, il a le droit de faire aucun travail. Je l'ai embauché parce que je voulais qu'il m'aide à former les policiers. Qui de mieux a vu Daesh dans les yeux? À part ceux qui vraiment ont cru en eux, ont été donné leur vie là-bas, même Al-Qaïda. Et pourquoi vous le faites confiance? Est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'il donne les secrets. Quel est son intérêt à donner les secrets? Je vois pas, ça le met en danger et lui, il n'aura jamais de protection. Hein. Quel intérêt? Si ce n'est de sauver des vies, si ce n'est de dire à la police, voilà, là, faites attention, ici, là, il y a un danger. 13 de noviembre de 2015. Una cadena de atentados simultáneos siembra el terror en París. 130 víctimas mortales y más de 300 heridos. El yihadismo elige concurridos lugares de ocio. El estadio de fútbol Saint-Denis, diversos restaurantes y la sala de espectáculos Bataclan. Les attentats du 13 novembre ont marqué ma vie de manière indélébile et définitive, puisque j'y ai perdu mon fils Thomas, qui était âgé de 30 ans. Desde el dolor, víctimas y familiares se unen en la asociación 13-11-15 para conseguir apoyo, pero también para luchar contra la radicalización yihadista. Est-ce que vous croyez que c'est possible la déradicalisation des jeunes djihadistes ou attirés par le djihadisme? Il nous faut croire que c'est possible. Ce seront une, voire 2 générations qu'il nous faudra pour
au moins oser espérer venir à bout de ce phénomène. Il fallait dire quelque chose en français. Il fallait dire que l'État fait quelque chose contre la radicalisation. Et c'est là qu'il y a eu cette invention du concept de déradicalisation qui a commencé à émerger. Et là, des gens ont commencé à faire croire sur les plateaux de télévision en France qu'on avait trouvé une formule magique pour déradicaliser les gens. Sin nombrarla, David Thompson critica el método llamado de desradicalización creado por Dunia Bouzar, que en 2 años ha tratado a centenares de jóvenes tentados por el yihadismo. Ha sido a petición de sus padres y en colaboración con el gobierno francés. Dans le climat français, on a fait comme si on ne pouvait pas sortir du radicalisme, comme si c'était un destin, une fois qu'on y est, c'est djihadiste un jour, djihadiste toujours. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai 86% des jeunes qui aujourd'hui veulent être éducateurs, veulent être infirmiers pour de vrai, et qui se sont complètement réinsérés. Mais on les a pris tôt. Ce n'est pas des jeunes qui avaient déjà tué. On ne peut pas déradicaliser quelqu'un. On peut le récupérer si lui reconnaît qu'il s'est trompé ou qu'il réalise, lui, qu'on le traite mieux que l'inverse. C'est un peu comme a fait l'État français avec moi. Ça, oui, il faut le faire. Il y a toujours, évidemment, un doute sur la réalité du repentir. Donc, ils doivent assumer les choix qu'ils ont faits dans le passé. Aujourd'hui, ils œuvrent dans le bon sens, eh bien, faisons leur crédit et acceptons cette aide, parce que cette aide est nécessaire, effectivement, à ce que la cause avance, est-ce que la lutte contre la radicalisation soit encore plus efficace. Je sais que je ne pourrai jamais corriger ce que j'ai fait. Il y a des gens qui sont morts. Et ça, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est au moins essayer d'empêcher que d'autres fassent les mêmes erreurs. Si nous pensons que les jeunes partis là-bas ne sont plus récupérables par nos valeurs humanistes, démocrates, sociales, ben, ça veut dire que les autres ont raison. Et ça, hors de question. Hors de question de l'admettre. Ils ont gagné la guerre. Hein, Ils ont gagné la guerre psychologique si on abandonne sur le terrain des idées. Parce que physiquement, c'est facile de gagner une guerre. C'est la paix qu'il faut réussir à gagner. Ça a été la meilleure réponse, à mon sens. C'est pour ça qu'on parle de l'esprit du 11 janvier, parce que c'est celui qui a démontré aux terroristes que vous n'arriverez pas à nous diviser. Pour moi, c'était important d'être là aujourd'hui, parce que c'est ce qui nous réunit tous en France, c'est cette appartenance à notre citoyenneté qui est garantie par la République. Quand un individu s'inscrit dans un groupe qu'il pense être meilleur, plus pur, plus que les autres, c'est le début de la fin de la vie pacifique ensemble. J'essaie de lutter contre ça avec le vocabulaire. Je sais bien aujourd'hui que le langage, les mots sont bien plus efficaces que les armes, 1000 fois plus. Oui, en défendant ces idées, j'avais tué, même sans prendre les armes. Le lien entre mes idées et les meurtres s'imposait. On a forcément du sang sur les mains quand on transmet l'idéologie djihadiste. De l'islam à l'islamisme, de l'islamisme au terrorisme, la voie n'est pas forcément tracée, pas fatalement tracée, bien heureusement. J'ai franchi certaines étapes d'une culture à une autre, de la religion à la violence, dans un parcours qui ressemble à une inexorable dérive. Je n'ai pas su stopper l'engrenage, je cherche à comprendre comment tout cela est arrivé pour avertir ceux qui passent par des pièges que l'on ne voit pas forcément, des pièges qui se referment quand il est trop tard.
sait très bien qu'il y a une espèce de désespoir. En fait, la seule question que les gens se posent, c'est quand est-ce qu'aura lieu le prochain attentat? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons.